Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce ne sont pas les sobriquets qui manquent pour désigner le régime algérien. Mafiocratie, médiocratie, oligarchie militaire, famiglia, et je passe sur certains sobriquets qu'il serait malséant d'évoquer ici, parce que trop méchants. Mais celui qui lui convient le mieux à ce régime et qui illustre avec une grande justesse la réalité de ce système est gérontocratie. En fait, pour la simple raison que ceux qui ont accédé au pouvoir dès la formation du régime en 1962 ou qui s'y sont insérés par la suite, pour en avoir embrassé tous ceux qui le caractérisent, ne partent plus. Ils ne partent que les pieds devant. Et ils s'arrangent souvent, quand ils partent les pieds devant, pour léguer leurs brisés à leurs héritiers. Si ce n'est dans le pouvoir, du moins dans ses périphéries affairistes. Ils restent au pouvoir jusqu'à la mort, ces gens-là, jusqu'à leur mort. Et s'ils sont parfois bottés en touche, pour des raisons ou d'autres, ils n'en conservent pas moins une intime proximité avec les tenants du pouvoir, ceux-là même qui les ont bottés en touche. Pour les simples raisons que non seulement ils sont unis à la vie et à la mort, par les liens du sang, d'abord celui qu'ils ont versé ensemble, puis celui qui les allie, qui ont fait une seule famille, puisqu'ils ne se marient qu'entre eux, dans une logique endogame qui ne se dément jamais. Ils sont tous une seule et même famille. Et même quand il leur arrive d'être en confrontation les uns avec les autres, comme dans toutes les meutes, comme dans toutes les hordes, comme dans toutes les mafias, ils prennent soin des familles de ceux-là même parmi eux qu'ils ont dû éjecter, liquider ou incarcérer. Et c'est donc ça, cette obstination à ne pas quitter le pouvoir, à s'y accrocher de toutes ses forces, de toutes ses griffes, et à tout faire pour y revenir quand on en a été délogé. C'est cela qui explique que quasiment tous les membres importants de ce régime dépassent très largement l'âge de la retraite. Ce sont les mêmes qui tournent dans les mêmes cercles, parfois en haut, parfois en bas, parfois au milieu, parfois en périphérie. Quelques exemples. Bouteflika, que le régime a voulu faire rempiler à un 5e mandat malgré son incapacité mentale et physique et qui avait plus de 82 ans. Le chef d'état-major, qui avait tout fait pour l'imposer aux Algériens malgré le Hirak, avait lui-même à ce moment-là 79 ans. Et celui qu'il allait imposer aux Algériens, ce Tebboune sorti d'une casquette militaire, et qui se dit le président le mieux élu de l'histoire algérienne, et lui-même âgé de 76 ans. Les généraux Nzar et Tawfiq, dont le retour au cœur du pouvoir fait aujourd'hui les choux gras de la presse, ont respectivement 83 et 80 ans. Le général d'armée Ben Ali, le plus haut gradé de l'armée algérienne, mais aussi le plus âgé des généraux. Il est impossible quasiment de trouver son âge véritable puisque tout a été fait pour que ça ne puisse pas se savoir. Le reste des généraux, les véritables maîtres du pouvoir, et tous ceux qui procèdent de la même logique d'accaparement, ont tous dépassé au moins les 70 ans. C'est une véritable gérontocratie, une jousocratie familiale, composée de vieillards galonnés qui croulent sous les ors et les bariolures, tous richissimes, tous psychopathes, tous aveuglés par des décennies d'impunité. L'Algérie est pourtant un pays jeune, autant dans sa formation que par sa composante humaine. On dit que plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Mais l'Algérie n'appartient pas à sa jeunesse. Et tout est fait
pour que celle-ci n'ait pas envie d'y rester. Un pays dont quasiment toute la jeunesse ne rêve que de partir, qui se jette à corps perdu dans la Méditerranée pour tenter de rejoindre l'autre rive, souvent au prix de sa vie. Une jeunesse qui se noie dans la mer pour ne pas se noyer dans la monotonie des jours crasseux, entre détresse et rêves éperdus, où la tentation du fanatisme guette. Une jeunesse frappée de plein fouet par le chômage, un des taux les plus élevés du monde. Très vraisemblablement plus de 50% de chômage. Une jeunesse qui n'a aucune vraie possibilité de s'en sortir. Dans une gérontocratie coupée des réalités de ce monde, habituée à gérer les affaires courantes par le seul biais de la rente et de la corruption de masse. C'est tout cela, et bien plus encore, qui a été à l'origine du plus grand sursaut citoyen du pays depuis son indépendance, le Hirak. Et ce n'est pas pour rien que l'oligarchie militaire a tout fait pour le tuer. Le Hirak est le seul espoir qui reste aux Algériens de sauver leur pays, d'empêcher qu'il n'explose, voire même qu'il ne soit dispersé. Le Hirak est une révolution. La pandémie de la Covid l'a momentanément mis en stand-by, mais l'Algérie tout entière, l'Algérie des jeunes, est là, haletante, à attendre le jour J. ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب والسيستم ما فهموش كل سيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هذا المرة والو ناضي ما تفوتوش Hirak, l'ultime chance de l'Algérie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Lies Jbeili, ingénieur économiste financier, fondateur de Algérie Droit Devant. Lies, merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, cher Jameldine. Merci pour l'invitation. Tar Sisrir, militant politique hirakiste, chevronné, j'allais dire, sur la place de Paris, comme Lies d'ailleurs. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci de m'avoir invité. Merci. Nous allons bientôt être rejoints par Amayas Gassem, hirakiste lui aussi. Il semble qu'il soit bloqué dans la circulation. J'espère qu'il va pouvoir être là. Et au téléphone ou en Skype, nous aurons Asia Glichoud, hirakiste depuis Bruxelles, je crois. Depuis Strasbourg, pardon. Hicham Khayat, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie, qui sera avec nous depuis l'Algérie. Mahrez Bouich, enseignant universitaire militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Bjaya.
Kaddour Chouicha, syndicaliste défenseur des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Wahran. Alors, nous allons, mes chers amis, si vous le permettez, commencer par l'Algérie pour voir ce qui se passe avec Mahrez. Mahrez, merci d'avoir accepté notre invitation à Zoul. Mahrez, est-ce que Mahrez est avec nous? Azoul Jamal. Zoul Mahrez, marhaba bik. Marhaba bik Jamal Azoul, merci de m'avoir invité. Je salue vos invités, Sisserir, Elias, Kaddour Chouicha et les autres. Merci beaucoup. Merci Mahrez, c'est toujours un plaisir. Alors, Mahrez, oui. Le Hirak est condamné, j'allais dire, quasiment à revenir. Il n'y a pas d'autre choix, parce que si le Hirak ne revient pas, l'Algérie pourrait aller vers de sombres, très sombres perspectives, à Dieu ne plaise. À votre avis, Mahrez Bouich, vous l'universitaire, vous le hirakiste, vous le militant politique qui avez adhéré pleinement à ce mouvement citoyen, à cette révolution, j'allais dire, comment voyez-vous le retour du Hirak, ou du moins comment l'espérez-vous, Mahrez? Oui, effectivement. En tout cas, le Hirak ne s'est pas arrêté. Les marches du Hirak sont arrêtées à cause de la pandémie, mais le Hirak, ce n'est pas juste des marches. Le Hirak, c'est des débats, des marches, des manifestations, et on a constaté effectivement que les manifestations aussi ne sont pas arrêtées, du moins au niveau de la diaspora algérienne, qui est à saluer, a justement maintenu la flamme, et certainement, comme tu l'as dit, Jamal, le Hirak va finir par reprendre et revenir en force. J'en doute pas. Le Hirak, effectivement, c'est un phénomène historique, c'est un moment historique, c'est l'ultime chance, c'est l'espoir des Algériennes et des Algériens, c'est un mouvement populaire par lequel les Algériennes et les Algériens ont exprimé bien évidemment les revendications politiques les plus, je dirais, les plus profondes en termes politiques et en termes sociaux et en termes économiques. Bien évidemment que le Hirak va certainement revenir en force avec encore plus de détermination. Mais comment, Mahrez, comment pourrait-il revenir? Est-ce de la même manière, des marches, sans leader, sans représentant, juste des slogans, des marches, de l'enthousiasme ou autre chose? Jamal, avant de répondre à ta question, moi j'ai juste du moins trois évidences les plus importantes quand on parle du Hirak. La première évidence, c'est que contrairement à ce que pense le régime ou les relais du régime, le Hirak n'est pas le fait d'un clan du pouvoir ou quelque chose qui a été provoqué par le régime ou des gens du régime ou un clan du régime. Il y a certains complotistes qui pensent effectivement ainsi. Au contraire, le Hirak, c'est le fait de tout un mouvement populaire. Certainement, le 5e mandat était la goutte qui a fait déborder le vase, mais le Hirak, c'est l'expression du marasme politique, social que le peuple algérien a vécu depuis 1962. C'est le fait de la répression, de l'autoritarisme, de la dictature, etc. Donc le Hirak, il représente effectivement tout ça. Il est venu le jour du 22, et effectivement, qui est une journée extraordinaire où le Hirak a été déclenché d'une façon extraordinaire. Ce n'est pas le fait du pouvoir, mais c'est le fait de la souffrance, de la misère, de l'autoritarisme, de la dictature et du tout despotisme. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point, effectivement, le Hirak, certainement, a fait que l'Algérie d'avant 22 n'est plus l'Algérie d'après 22. Après 22, c'est une autre Algérie, effectivement, malgré qu'il y a une contre-révolution. Mais le peuple, ce qui est intéressant, c'est il est fidèle justement à toutes les revendications c'est-à-dire du scandé lors du Hirak. Troisième élément, avant de répondre à ta question, Jamal, troisième évidence, c'est effectivement que le Hirak, demain ou après 5 ans, après 6 ans, peu importe le temps, il va finir par réaliser toutes les revendications exprimées, scandées par le peuple algérien, c'est-à-dire la question de la rupture radicale avec la nature du régime,
la nature militaire du régime, c'est la consécration, l'avènement d'une république sociale, démocratique, et c'est la recouverture, bien sûr, de la volonté populaire. Maintenant, comment, je pense que les Algériens, quand ils sont sortis, les Algériennes et les Algériens, quand ils sont sortis le 22, ils n'ont pas posé la question comment. Au contraire, c'était un engouement, c'était un dévouement, c'était un mouvement populaire. Personne n'avait la possibilité de commander quoi que ce soit. C'est-à-dire c'était un mouvement horizontal. Et quand on parle de mouvement horizontal, c'est-à-dire les choses vont se construire à fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé pendant une année et demie. Imaginez à un moment donné, c'est-à-dire au début du Hirak, s'il y avait des questions sur la restructuration, sur l'organisation, sur le leader, j'en suis sûr et certain que peut-être on va pas maintenir la flamme pendant pratiquement une année et demie avant la pandémie. Donc, ce qui fait le retour du Hirak, ce qui est important, ce n'est pas la question du leader, ni la question de la restructuration, ni l'organisation. Le plus important, c'est la libération d'abord du peuple algérien, de toutes les contraintes et de toutes les coercitions politiques, etc. C'est la réhabilitation de la praxis politique. Ces marches et ces débats populaires, etc., vont permettre un débat autour des questions politiques, autour du projet politique. Les marches et les débats populaires, ou le Hirak d'une manière générale, ça va permettre encore de renforcer la cohésion sociale, ça va contribuer à réhabiliter les espaces publics. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant, bien évidemment, ces débats et ces marches, c'est à partir de là qu'on peut justement avoir la possibilité de débattre toutes les questions liées au relatif. Merci, Maher, je suis obligé de vous interrompre. Je suis désolé, mais comme nous avons beaucoup d'invités, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. Maher, en espérant vous retrouver bientôt. Désolé vraiment de vous avoir interrompu en plein développement. Hicham Khayat est avec nous, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. Hicham, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Hicham Khayat. Merci Jamal. Merci Hicham. Alors, nous allons aller très vite puisque le taux d'intervention est réellement très étriqué. Je suis désolé. Alors, Hicham, le Hirak, pour aller droit à la question, comment voyez-vous le retour du Hirak? Comme tu as aussi bien dit, mon frère Jamal, cette révolution pacifique, c'est l'espoir des Algériens, c'est l'espoir de l'Algérie, c'est l'espoir des jeunes pour vraiment réaliser un changement radical et construire un État de droit, un État d'institution, un État populaire, où il y a l'autonomie populaire, où le peuple décide qui le représente, qui le préside, qui le gouverne. À partir de là, le retour, c'est normal, des marches, il sera dans les prochains jours, les prochaines semaines, Inch'Allah. Et en contrepartie, c'est normal, il y a un travail politique qui doit se faire en parallèle. Toutes les forces populaires, toutes les forces révolutionnaires, toutes les forces politiques qui sont toujours avec cette révolution, avec le changement radical, doivent se réunir, doivent faire des visions, des feuilles de route, des choses pratiques pour vraiment aider ce peuple révolutionnaire à gagner sa bataille contre ce régime, contre le Fogra, contre le Zolm, contre tout ça, contre ce système corrompu, contre ce système qui doit partir parce qu'il devient vraiment un danger sur l'Algérie, sur la nation, sur l'Union nationale. Mais Hicham, sur un plan concret, sur un plan pragmatique, j'allais dire,
ce régime a compris qu'il lui suffisait de tenir bon et de nous diviser, c'est tout. Or, nous avons fait un Hirak magnifique, personne ne le conteste, mais qui a abouti sur beaucoup de plans. Mais le régime reste le même, il nous a imposé notre président, il nous a imposé notre constitution, il fait ce qu'il veut. Comment faire pour que le Hirak puisse revenir sur un autre format, j'allais dire, qui puisse aller de l'avant et réellement pouvoir être représentatif d'une vraie revendication et aboutir à un vrai état de droit, à une vraie république? Même si on voit que le régime il est en train d'appliquer sa feuille de route, mais sa feuille de route, elle va se terminer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des élections législatives. Et après, à partir de là, cette révolution, elle est toujours là. Il est toujours chaud pour faire et terminer sa révolution. À partir de là, il y a un autre travail, il y a une autre étape que le Hirak doit dépasser. Il y a 2 points à faire. Premièrement, il faut revenir en masse dans les rues, pacifiquement. Et aussi, il faudra un travail politique. On est en train de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler quand même. Il y a des contacts, il y a des réunions, il y a beaucoup de rencontres entre les politiciens, entre les figures du Hirak. On est en train d'essayer de parler et d'essayer de trouver des solutions dans les prochaines semaines pour vraiment donner du souffle à cette révolution pacifique. À partir de là, c'est-à-dire il y a 2 choses pour faire gagner une révolution. Il faut un travail de terrain, il faut aussi un travail politique en parallèle qui doit travailler avec les masses populaires pour que cette révolution deviendra vraiment un vrai projet de changement radical, un vrai projet de révolution pacifique qui va aboutir à changer ce système, à forcer le pouvoir à partir. C'est simple. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire en Algérie, à l'extérieur. Il faut que tous les sages, tous les politiciens, tous les révolutionnaires essayent de coordonner, de se contacter, d'essayer de se réunir pour faire beaucoup de choses ensemble. On ne peut pas battre ce système que si on aura une seule voie, c'est le changement radical, c'est les grands traits, les grandes règles d'un état de droit, et d'oublier nos différences idéologiques et régionales. Merci. On est tous des amis, on doit aller vers une Algérie. Merci Hicham Riyad, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Assia Guichoud est avec nous, Assia Guichoud, hirakiste, connu à Strasbourg, mais pas seulement, dans toute la diaspora. Assia Guichoud, merci d'être avec nous. Bonsoir, salam alaikum, Azoul Fellaoui. Merci de m'avoir invité. Merci. Assia, alors, d'abord, sur le plan du Hirak, de la diaspora, j'allais dire de la dispersion de tous ces Algériens éclatés aux 4 coins du monde, mais qui n'oublient pas leur pays, continuent de se tenir à ses côtés et de manifester pour lui de toutes les façons possibles. Comment envisagez-vous la suite des événements ? Alors, la suite des événements, c'est la continuité de ce qui a été fait depuis 2 ans de la part de la diaspora, mais cette fois-ci, passer à la vitesse supérieure. Moi, j'appelle vraiment à une organisation diplomatique de la diaspora pour qu'on puisse unir nos forces selon nos compétences et travailler à porter la voix du Hirak à l'international. Donc, ça a été fait auprès du Parlement européen à 2 reprises, des instances internationales comme le Haut Commissariat des droits de l'homme ou le Parlement canadien. Donc, continuer sur cette voie-là, c'est-à-dire permettre au peuple algérien, à nos concitoyens, de sortir dans les rues en toute sécurité, sans risquer de se faire arrêter ou subir de la répression, etc. Donc, nous allons continuer dans ce sens-là. Assia, pourquoi il y a du Hirak ici en France, un peu partout au Canada aussi, beaucoup, et qu'en Algérie, on dit non, on ne peut pas faire du Hirak, il y a le Covid? Oui, alors ce qui est très intéressant avec cette histoire de Covid en Algérie, c'est que le Hirak, déjà pour commencer, parce que j'ai écouté un peu ce que vous disiez, le Hirak n'a jamais cessé. Il a continué même en Algérie. À partir du moment où les gens ne sont pas sortis dans la rue, ça ne voulait pas dire forcément que le Hirak avait cessé. Donc, c'est clair qu'il y a eu cette histoire de Covid, il y a eu un appel de certaines élites, de personnalités pour dire, voilà, arrêtons les marches.
À ce moment-là, je ne sais pas qui a véritablement décidé, parce que d'une manière générale, dans un pays civilisé où il y a une démocratie, c'est le ministère de la Santé qui décide de ce genre de mesures. Donc aujourd'hui, pour le retour des marches, je demande aussi qui va décider quand est-ce que les conditions sanitaires seront réunies pour que les Algériens puissent ressortir à nouveau dans les rues. Parce que normalement, c'est le ministère de la Santé, donc vous savez bien qu'il dépend de ce régime et à aucun moment ils vont dire oui, vous pouvez reprendre le chemin de la rue. C'est bon, ça les arrange que finalement cette pandémie soit là. Mais les attroupements devant la poste, les queues devant la poste, les queues devant les chaînes de lait pour le lait, le tramway est plein, les bus sont pleins, partout. Les seules choses qui sont interdites, et où il y a même consensus, c'est les mosquées et le hirak. Pourquoi les gens ne feraient-ils pas leur hirak, n'iraient-ils pas à la mosquée en prenant les mesures nécessaires? Distanciation, masque, pourquoi réellement? Oui, non, mais ça va être, voilà, mais ça va venir. C'est clair que il y a eu toute une propagande pour inciter les gens à rester chez eux et à ne pas sortir le vendredi. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est qu'à partir du jeudi soir, tout est encerclé, hein, c'est-à-dire qu'on fait tout. Ce régime fait tout, sa police fait tout pour empêcher les gens de sortir. Donc les mosquées ont été fermées, soit. Mais le vendredi, Alger est encerclé, les grandes villes, Béjaïa, Tizi Ouzou, etc. sont encerclées. On empêche les gens de sortir. Les activistes sont suivis ce jour-là en particulier. Certains sont arrêtés que pour quelques heures. Il y a une véritable intimidation. Donc ça a été entretenu, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été entretenu autour du hirak et des manifestations en particulier. Les autres jours de la semaine, quand les gens vont au marché ou font la chaîne devant la poste, etc., il n'y a rien qui se passe. On ne les a pas empêchés. Donc, voilà. Merci. C'est aussi ça le problème. Merci à vous. Merci Assia, au plaisir. Kaddour Chouicha est avec nous depuis Ouaharan. Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je salue tous les participants ainsi que tous les téléspectateurs et les travailleurs de la chaîne. Merci. Kaddour Chouicha, connu en plus d'être un défenseur des droits de l'homme depuis très longtemps, très progressiste, très engagé dans toutes les luttes syndicales, notamment au sein de l'université, mais qui est connu aussi pour être hirakiste, en même temps que son épouse, connue elle aussi. Kaddour Chouicha qui a été incarcéré, rappelons-le, qui a été embêté, ennuyé, brimé. Kaddour Chouicha, comment voyez-vous le retour du hirak? Est-ce qu'il est inéluctable? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il va revenir? Et s'il revient, comment va-t-il revenir? Ou comment doit-il revenir? Je ferai d'abord deux remarques. J'aime bien être précis. Premièrement, quand vous dites l'ultime chance de l'Algérie, je ne suis pas d'accord. Parce que vous laissez croire, je sais que vous ne l'avez pas fait exprès ou bien c'est, on laisse croire qu'on a une solution dans 2 mois ou bien 3 mois ou bien 4 mois et si jamais on n'y arrive pas, c'est foutu pour l'Algérie. C'est-à-dire en même temps, on lance un message au pouvoir comme quoi il doit résister encore 2 mois ou 3 mois et après ça, c'est foutu. Il est sûr d'avoir gagné. Donc moi, je crois que ce mot-là est à bannir. Nous nous inscrivons dans une lutte pour nous réapproprier le pays, quel que soit le temps que cela va demander. Donc il faut que les gens, et qu'il faut que le pouvoir comprenne que c'est inéluctable, on ne va pas se donner un délai. C'est une décision qui a été prise et c'est à nous maintenant
de montrer la volonté, d'avoir la volonté nécessaire pour arriver à nos fins. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que si j'avais la solution pour le Hirak, est-ce que vous pensez que je vous le dirais maintenant en direct alors que tout le pouvoir entend ce qu'on est en train de dire? Je pense qu'il faut être un peu plus malin que ça. Mais ce que je pense que le Hirak, et je l'ai dit, le Hirak ne s'est pas arrêté. Il y a une régression dans les marches de Hirak, mais quand vous regardez notre jeunesse actuellement, même lorsqu'elle sort des prisons, elle montre qu'elle tient, alors qu'elle vient de sortir de prison, elle montre qu'elle tient toujours à ce qu'elle voulait depuis le début, c'est-à-dire libérer l'Algérie. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a une régression dans les marches à cause de la répression, à cause du Covid, mais à cause de la répression. Et vous avez posé tout à l'heure la question pourquoi dans d'autres pays il y a des manifestations. Je pense dans les autres pays, il n'y a pas la même répression qu'en Algérie, que le code pénal n'a pas été changé, qu'on ne fouille pas les gens pour leur prendre leur téléphone et qu'à la base de ce qu'on trouve dans le téléphone, on les condamne à 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années de prison. Ça n'existe pas dans d'autres pays. La France a essayé aussi de jouer là-dessus, mais il y a eu une révolte. Donc je pense que cette répression. Mais je vous dirais sincèrement que je sens, puisque je suis de ce peuple, que je sens que ce peuple a le génie pour avancer. Et que l'élite, quand je dis l'élite, ce n'est pas l'élite au sens classique. Je considère que cette jeunesse qui sort dans le Hirak, qui s'exprime, c'est elle l'élite. Donc je pense que l'élite de ce peuple, qui est sortie de sa base, qui est sortie des rues, qui est sortie de Vendredi, saura trouver les moyens pour avancer. Et vous avez aussi dit que le pouvoir reste le même et tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Regardez que depuis le 22 février 2019, qu'est-ce qui s'est passé au sein du pouvoir? Est-ce qu'on a traversé des époques comme celle-là, où des généraux sont morts, d'autres sont en prison, d'autres ont pris la fuite, ça n'arrête pas de basculer d'un clan à un autre. Oui, maintenant, on a fait une avancée qualitative extraordinaire. Maintenant, tout le monde sait, la population sait, que le premier obstacle à ce que nous voulons, c'est le pouvoir militaire. Alors que d'habitude, on était un peu épuisé, concentré sur la vitrine démocratique qui était avancée. Maintenant, on a fait un saut de qualitatif très important. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Merci, merci, Khaddou Choucha. Je suis désolé de devoir vous interrompre. Je voudrais juste répondre en moins d'1 minute à Khaddou Choucha. Si personnellement j'ai dit l'ultime chance de l'Algérie, c'est par rapport à la conjoncture, à la crise économique qui déboule et qui pourrait transformer un Hirak porté par une grande contestation politique en contestation sociale qui pourrait dégénérer en violence populaire. Et il faut compter avec un régime qui est là et qui s'obstine à ne pas partir, quel que soit le prix à payer. Nous allons écouter, avant de revenir sur le plateau, un jeune de droite. Écoutez bien ce qu'il nous dit. اعطونا حقنا راكم خليتونا يا الولايه
ميتونا شعبهم مشتوه راكم ما شفتوه الشعب راه يموت شباب راه ثروة راه تموت راه تروح ناس راهي تحرق ناس راهي تموت بالقطة ناس راهي تموت بالقطة خلاص الفيض البطالة التهميش شعبه بل ناس راهي تاكل في الدواء يا الدولة يا الرئيس ناس راهي تاكل في الدواء خلاص ما طاقوش هبلهم الفيض هبلهم البطالة والتهميش لازم الشعب هذا الأقوات وراكم يا ابني الأقوات وراكم يا الفحولة تاع الأقوات وراكم إلى راك يبدل الله يزيد الذل لا ما نخافوش والله ما نخافوا من رب العالمين خافوا من اللي حلقنا من اللي جدنا حارين وما نبردوش والله ما كان اللي يخلعنا والله يحبسنا لا طالبوا بحقنا هذا حقنا واللي نشوف فيه منام لا سكن لا خدمه ما كاين والو في هذه البلاد شاب راه ثروه يا الراجل. Lies Jbaili, tout le monde sait qu'en Algérie, en ce moment même, des catégories sociales entières, qui se comptent par millions, sont en train de basculer dans la précarité, voire même dans la misère parfois, et que les perspectives sont très sombres dans ce cadre, dans cette conjoncture. Est-ce que vous pensez que le Hirak peut revenir, d'abord? Quand je dis peut revenir, il est toujours là, puisque c'est une idée. Tout à fait. Est-ce qu'il peut revenir, je veux dire, dans la rue? Et revenir comment, d'après vous? Alors, pour distinguer et pour parler de façon plus précise, oui. On a un régime, on a un peuple. Depuis 2 ans, le régime, il est là. Il n'a pas bougé. Depuis 2 ans, depuis 2 ans, il n'est pas là depuis 2 ans, il est là depuis je veux dire, 62. il est là pour la répression, je veux dire. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, ce régime? Il est en train d'appauvrir, paupériser tout un pays. En plus, de surcroît, il est en train de se déclencher une violence, une répression à l'égard du peuple. C'est-à-dire, il y a des détenus qui sont dans 32 wilayas, qui sont emprisonnés. Ils ne savent même pas de quoi s'agit. Ils sont détenus pour quelles raisons? Pour des publications sur Facebook, et pour aussi en relation à des manifestations. Oui. Maintenant, que faut-il faire? Le Hirak doit revenir. Il n'a pas... Oui, c'est une chance. Il faut qu'il revienne, le Hirak, parce que, je ne dis pas la solution ultime, mais c'est le Hirak qui va nous permettre d'aller pour déloger ce système. Et si la pandémie de la Covid persiste encore 3 ans, 4 ans, 5 ans? Moi, j'ai toujours dit que le Hirak est une idée. Il nous a donné l'outil pour réaliser une révolution. Et toute révolution se construit, se fait sur le court, moyen et généralement sur le long terme. Donc, le but, c'est qu'on est arrivé à un point non-retour. Un point non-retour, ça veut dire, c'est tout droit au but. Le tout droit au but, c'est de faire, c'est pour que le système change. C'est l'avènement d'une république. Le Hirak n'est pas sorti pour mettre fin au mandat de Bouteflika. Il y a un acquis, il est sorti pour l'avènement d'une vraie république. Ça veut dire que la fin du mandat de Bouteflika était un point des revendications. Tout à fait. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas Comme que le ça. dit aujourd'hui Tebboune. Non, du tout. La revendication principale du Hirak, c'est le changement de tout le système. Mais le régime est en train de dire justement, et tous les gens qui l'ont rallié sont en train de dire, le Hirak a été détourné de sa vocation première, qui n'était que le 5e mandat. À partir du moment où le régime a accepté de faire démissionner Bouteflika, normalement, il n'y a plus de Hirak. Mais le régime, il est dans son rôle. Pour se maintenir, il est là pour diviser, pour faire la diversion. Il est là, c'est dans son rôle. Il applique de façon naturelle pour nous diviser et pour dire, attention, le Hirak, il a été détourné. Attention, maintenant, il n'y a plus qu'un seul Hirak. Il y a plusieurs Hirak. Moi, je dis qu'il y a un seul Hirak avec plusieurs sensibilités. Mais le Hirak, il y a un seul Hirak avec plusieurs sensibilités. Absolument. Absolument. Et la cible identifiée, je dis, la cible identifiée, c'est le régime. Il faut qu'on sache, notre cible identifiée, c'est le départ du système et le système de gouvernance. Alors, maintenant, il y a la crise économique. Je ne sais pas si c'est une récession économique ou pas, mais il y a 3 variables sur lesquelles on peut jouer. L'équilibre budgétaire, il y a un déséquilibre, il y a un taux de change pas possible, taux d'intérêt n'est pas modéré, pas de croissance, pas de rien, pas d'investissement, tout le monde fuit. Donc, c'est-à-dire que le régime, sa seule ressource, c'est l'exportation, c'est le pétrole.
forcément, je ne sais pas comment il va faire. Est-ce que c'est la planche à billets qui va produire encore? Maintenant, c'est l'inflation. La planche à billets ne peut pas importer. Mais elle ne peut pas importer. Donc maintenant, au fait, ça, ce qu'on a remarqué, c'est une contestation sociale qui va se greffer à la contestation politique et qui va donner une force encore d'appoint. La contestation économique. Économique, absolument. Oui. Alors, Amaïs Gassem vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Vous êtes hirakiste, très connu sur la place. Hirakiste, je ne dirais pas ça. Ah, d'accord. Je ne m'inscris pas. Bien sûr, je participe à cette révolte-là. En tant que militant politique, c'est le minimum syndical. Mais me définir comme hirakiste, non. Comment voudriez-vous que nous vous présentions? Militant socialiste révolutionnaire, que je suis clairement pour la révolution. Le hirakisme, qu'est-ce que c'est? C'est une révolte. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Vers l'avant. Vers le meilleur. D'accord. C'est un mouvement, un soulèvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Il faut une maturation politique, il faut une proposition, il faut un projet, pas seulement le rejet. Donc, ce hirak-là, je l'ai vécu un peu comme tout le monde de l'intérieur. Il y a tout et tout. Et je pense que nous sommes là en 2021. Le hirak, il a duré plus d'1 an. Soyons plus créatifs et inventons. C'est-à-dire, jusque-là, le hirak a été spontané et il est allé dans un seul sens, c'est celui du changement, c'est celui de l'avènement d'un état de droit, c'est celui du départ d'un régime prédateur, mais sans plus. Il n'a pas pu générer de son propre sein un organique, une structuration, une feuille de route, des revendications claires, des représentants. Ben justement, nous sommes d'ailleurs, l'échec quelque part, il est là, même si le hirak a quand même permis de bousculer un petit peu ce régime, il a eu peur, ce régime. Oui, et la preuve, c'est qu'il a jeté en pâture ses propres comparses qu'il a traités de Bien sûr, mais est-ce qu'il est parti, ce régime, en fin de compte? Non. Nous avons un régime qui est plus solide que jamais. Nous avons un retour de l'ancien clan, de l'ancien réseau. Absolument. La Constitution a été non seulement arrangée, elle a été renforcée. C'est une mascarade. Le président nouveau a été sorti de la casquette malgré un boycott massif. D'accord. Donc, quels sont les mots d'ordre au jour d'aujourd'hui? Oui, dites-nous. C'est cela le plus important, parce que c'est bien facile de dire que nous sommes tous contre le régime. Mais qui est contre le régime? Rachad, par exemple, ils sont contre le régime. Les fondamentalistes, les conservateurs, ils sont contre le régime. Oui. Les libéraux, ils sont contre le régime. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de l'être? Ils ont le droit de l'être. Mais je veux dire, faisons de la politique. Oui. Faisons de la politique. C'est-à-dire que on n'a pas... C'est une vue de l'esprit de se dire, soyons tous unanimes. Nous allons tous... Non, pas unanimes. Soyons tous unis. Unis, d'accord. En attendant, sur le terrain, je vous assure que c'est pas vraiment. Je sais. Vous le savez. Merci de le confirmer. Sur le terrain, c'est une autre histoire. Il y a des vraies luttes idéologiques, même s'il y a des gens qui. Parce que le régime ne dort pas sur le régime envoie ses agents pour subvertir, pour diviser. Pour monter les uns contre les autres, c'est de bonne guerre à la limite. C'est de bonne guerre, vous le dites, bien sûr. Mais nous avons aussi, on doit faire notre autocritique en tant que militant politique. Nous ne sommes pas suffisamment à la hauteur pour transformer cette révolte-là en quelque chose qui puisse donner un avenir à l'Algérie. Comment faire? Comment faire? Eh bien, écoutez, il y a des mots d'ordre qui sont, je pense, assez simples déjà à dire. Il y a un commun. Il y a un commun qu'il faut considérer. Ça veut dire qu'il faut parler des questions économiques. Il y a l'énergie, le secteur de l'énergie. Quelle vision on donne à ce secteur-là? Il y a des prétendus révolutionnaires qui veulent privatiser, par exemple, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture. Il y a des visions aussi idéologiques qui sont en place. Oui, mais vous n'avez pas encore... Le système, le régime a encore la main sur le système. C'est lui qui dirige. Bien sûr, mais il y a des travailleurs. Et vous savez que c'est un État rentier. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la rente. Il y a des gens qui travaillent. Oui. Il y a la rente. Ok, la rente, elle sert qui? Elle sert des individus qui sont placés
il y a un cercle, il y a le noyau militaire, ensuite il y a des oligarques qui sont autour. Bref, c'est assez opaque, c'est difficile de mettre des noms là-dessus, même si on en connaît quelques-uns. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui bossent en Algérie, qui travaillent. Il faut les considérer. Il y a des grèves. Il faut mettre ces grèves-là en lumière. Et dire il y a des luttes sociales. Bien sûr. Alors, Tahar, n'hésitez pas à vous interrompre les uns les autres pour que ce soit un débat, quoi. N'attendez pas que je vous donne la parole. En fait, moi, quand j'entends les militants dire qu'il y a des clivages... Mais il y a des clivages. Il y a des clivages, et ce n'est pas réservé à la révolution algérienne. Absolument. Il y a des clivages dans toutes les révolutions. Absolument. Et d'ailleurs, moi, je rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des clivages en fait aux États-Unis, la plus vieille en fait démocratie. Il y a des clivages en France entre progressistes et conservateurs. Donc ils ont deux visions différentes. Même entre progressistes entre eux. Et entre progressistes, entre conservateurs, donc, ils ont des visions différentes. Un, il veut garder en fait l'héritage en fait l'héritage, et il est très attaché en fait à toutes les traditions. L'autre, il te dit voilà, on doit se pencher sur l'avenir, on doit y aller plus loin, Et même un petit peu avant la Révolution, il y a les ultras, il y a les constitutionnels, il y a les indépendants. Donc, en fait, ça existe et ça va exister. Mais expliquez-moi une chose, ces clivages. Pourquoi il y a un clivage sur la place de Paris? Parce que les clivages du Hirak, ils n'existent que sur la place de Paris. Il n'y a pas de clivage en Algérie, quasiment. Le Hirak, il est au stand-by, mais il n'a pas exprimé une discorde entre des ancrages et d'autres. Pourquoi le clivage n'est-il apparent et, j'allais dire, trop apparent qu'à Paris, qu'en France? En fait, moi, je comprends. Moi, je suis pas pour le parti unique. Hein. Moi, je suis contre les gens qui essaient par tous les moyens de nous dire il faut avoir la même vision, les mêmes objectifs. Oui, les mêmes objectifs, oui. Mais la même vision, non. Bien sûr. Non, tout simplement parce qu'on doit être différent dans la clarté et dans le respect. Donc il y a des gens qui pensent que le pouvoir doit partir parce qu'ils ont une vision radicale. Il y a des gens qui défendent une transition démocratique indépendante du système parce que moi, je suis convaincu qu'avec des canards boiteux comme Nazar, comme Toufir et comme tous les généraux décideurs, nous ne pourrons pas construire l'Algérie de demain. Ces gens-là, ils doivent partir. Moi, je suis convaincu que la police politique est là pour laminer la révolution, pour détruire l'Algérie. Donc, nous ne pourrons pas s'appuyer sur ces gens-là pour construire l'Algérie de demain. Comment faire pour empêcher cette police politique de démolir le Hirak? Nous, on est convaincus que démantèlement de la junte militaire, c'est le premier principe. Le reste, c'est du blabla. Mais pardon, on va aller doucement. Pardon. Oui. Démantèlement de la junte militaire. Oui. Mais vous êtes en train de démonter l'essentiel et le tout. Parce qu'en fait, le pouvoir en Algérie, c'est des militaires. Oui. Ça veut dire que si vous obtenez ça, vous avez obtenu tout le reste. Oui, c'est ça. Mais on n'obtient pas ça avec un claquement de doigts. Nous, on a dit... En l'exprimant comme ça. Nous, on a dit, bien sûr... Moi, je suis convaincu... Je suis convaincu que la révolution, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer rapidement, en fait. C'est sûr. Il y a des évolutions, il y a des étapes. On a réussi quand même à créer un rapport de force. Et ça, c'est pas rien. On a réussi à montrer le pouvoir réel. C'est-à-dire les gens qui posent problème... Moi, je veux dire... pardon. Merci. On a réussi à créer un rapport de force, c'est vrai. Tout à fait. On a créé un rapport de force. Mais pour le moment, le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. Il n'est pas en notre faveur. Non, voilà. Donc il faut le régime est le même. Le président est le même. La Constitution est la même. Il y a quasiment un 5e mandat qui ne se dit pas. Les militaires sont en train directement d'intervenir sur la place publique, il ne se cache plus. Vous avez lu l'article 30 de la nouvelle Constitution, la lignée 4, qui permet à l'armée de se mêler de tout. Alors, moi je dis que, enfin je suis d'accord, mais maintenant il faut poser la question. Je pense que tout le peuple algérien, avec
ces sensibilités diverses et variées, veut le départ du système et veut une autre république. Depuis 62, je pense, il en a compris. Il s'avère que dans ce hirak, quand je dis hirak, la révolution, il y a des sensibilités différentes, c'est normal. On ne se ressemble pas. Chacun, il y a des progressistes, il y a des démocrates, il y a des conservateurs. Ce qui fait un petit peu, dans n'importe quelle révolution, dans n'importe quel pays au monde. Moi, je n'ai jamais vu une révolution qui n'a jamais été infiltrée. Toute révolution est infiltrée par définition. Qui dit révolution dit contre-révolution. Qui dit une révolution infiltrée, ça veut dire qu'il y a une contre-révolution qui se met derrière. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, et je le redis sur ce plateau, la cible, la seule cible, c'est le système. Maintenant, il faut 4 mots d'ordre, moi, je dirais. La résilience, un somod pour aller vers de l'avant. La résistance. Et la résistance et l'action. Maintenant, l'action, c'est quoi? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut qu'on soit d'accord sur le minimum syndical, trouver un consensus minimal qui permet de fédérer tout le monde, c'est-à-dire toutes les sensibilités pour qu'on soit unis et aller de l'avant. C'est normal. Je veux dire, on est différents, mais nous avons le même but. L'objectif, c'est que le système parte. Pour qu'il parte, il faut on soit d'accord sur certains préalables, le minimum. Et je vais vous demander ça dans un moment liesse. Quel est ce minimum syndical que vous préconisez? J'aimerais que... Est-ce que vous voulez réagir? Oui. Oui, En fait, je pense que ce minimum, c'est les valeurs de la République. Parce qu'on doit se mettre d'accord sur quelles valeurs pour la République de demain. Parce que c'est ça. Mais les valeurs ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Justement, c'est ce qui pose problème. Et c'est ce qui crée le clivage. Parce que, par contre, pour y aller vers quelque chose de sûr, effectivement, nous avons proposé quelque chose qui permettra à chacun de se retrouver. Ça veut dire que c'est réellement un minimum ou un cadre où tout le monde se retrouve. Oui, nous, on l'a appelé. Par exemple, parce que certains... Quelques valeurs. Moi, je vais te dire le comment et le quoi. Parce que quand on parle, en fait, il faut être clair. Il faut être clair, il faut être direct. Moi, j'aime pas passer en fait par 2000 chemins, faire en fait des discours dans tous les sens. On a vu, c'est bon, on a vu tout ça. Il faut surtout que nous parlions le vrai. plus important, en fait, c'est d'être concret et direct. Donc, je dirais plutôt, parce qu'il y avait des gens qui parlaient en fait des préalables démocratiques, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle des préalables démocratiques, demain, si on va dans une période de transition, ces préalables ils vont disparaître. Donc nous, voilà pourquoi nous proposons des principes supraconstitutionnels. Donc vous avez peur que celui qui prendra le pouvoir demain va piétiner en fait tous les acquis de la Révolution. On doit mettre des principes supraconstitutionnels. La démocratie, par exemple, c'est un principe de base. Personne ne le touchera demain. Quand on le met comme un principe supraconstitutionnel, même si on changera un jour la Constitution, mais ce principe restera toujours et personne n'a le droit de le toucher, parce que c'est un acquis de la Révolution. Voilà, parce que aujourd'hui, je vais évoquer juste un point, si Jamal, parce que l'élite, que moi je mettrais entre guillemets, parce qu'ils me disaient ils ont peur. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Avoir peur en fait de votre peuple? Moi, je fais confiance à notre peuple et je sais que le peuple est beaucoup plus intelligent que Alors, je vais expliquer une petite chose pour que tout le monde comprenne, pour que nous comprenions. Les préalables démocratiques dont vous parlez, en fait, c'est une revendication d'une mouvance au sein du Hirak qui est en train de dire clairement nous ne voulons pas d'islamisme en notre sein. Voilà. Parce que moi, j'essaie de dire les choses comme elles sont pour que tout le monde comprenne. Oui. Parce que si l'islamisme, ils partent avec nous, qui sont préalables démocratiques, une fois chassé ce régime, ils vont prendre le pouvoir et nous expulser toutes les minorités démocratiques. D'autres, ceux qui, comme vous, sont en train de dire non, nous nous allions sur un SMIG démocratique. Sur la rupture, hein. Nous on croit... Les valeurs universelles de la démocratie, de l'égalité des sexes, la source du pouvoir est le peuple et seulement le peuple, etc., etc. Tout le monde qui accepte de s'inscrire dans ce cadre démocratique, marhaba bih, et allons de l'avant. J'ai bien expliqué ce que je voulais dire. Il faut le mettre sur un papier parce que tant qu'on ne l'a pas mis sur un papier, c'est une feuille blanche. Chacun essaie en fait de jouer sur ça
pour mettre de la confusion. Et c'est ce qui pose problème, parce qu'on n'a pas réussi à travailler sur projet Algérie, ce qu'on a appelé nous le projet Algérie. On va se mettre d'accord sur ces points-là et on va les mettre sur le papier. Amayas Gassou, vous êtes d'accord sur ça? Je pense pas, mais... Mais exprimez-vous. Oui, Nous sommes en direct et il n'y a pas de bride éditoriale. Non, bien Les sûr, gens parlent librement ici. Merci bien. Vous savez, nous, on a un slogan au sein du Hirak auquel on essaye de donner un terrain pour qu'il soit visible, entendu et compris. C'est le suivant, c'est ni religion d'État, ni État bourgeois, ni État militaire. C'est-à-dire ni fondamentalisme, ni théocratie, ni logique marchande au sein de l'État. Ça veut dire en préalable, avant d'aller au Hirak. C'est notre cadre. Oui, c'est le cadre que ça veut dire proposons. Vous voulez ça. Sinon, vous préférez le régime plutôt que, par exemple... Non, on préfère pas du tout. Ou c'est ça, ou je ne marche pas avec vous. Non, c'est pas du tout. Est-ce que c'est un préalable, une condition? Vous savez, quand on fait de la politique, on ne dit pas... on essaye de faire en sorte que nos idées prennent la place, gagnent un maximum de monde. Donc quoi qu'il en soit, on est là. C'est l'Algérie, les révoltes nous concernent, tout ce qui est politique nous concerne. Donc on est là. Oui. Alors nous discutons. Pourquoi ni religion d'État? Parce que nous avons une expérience, nous savons qu'il y a un certain nombre de cercles qui utilisent l'affect, la spiritualité religieuse qui est saine, tranquille des Algériens et qui la transforment en projet politique. Là, nous ne marchons pas du tout. Nous ne voulons pas de religion en politique. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas de religion pour l'Algérie. Et il y a des gens qui croient, qui ont une spiritualité, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais il s'agit de faire en sorte que le régime politique soit neutre à l'égard, en tout cas, c'est le minimum syndical concernant la spiritualité. Est-ce que vous êtes pour un préalable laïque? Ça veut dire la séparation de l'État et de la religion avant d'aller dans le Hirak. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Vous savez, ce mot, il a été galvaudé. Oui. Je veux dire séculier. Allez, utilisons le mot séculier. Ça veut dire la séparation de l'État et de la religion. Pas de religion en politique. Pas de religion en politique. Alors, j'aimerais qu'on nous ramène, Chaban, un islamiste, Badr Dingerfa, par exemple, pour pouvoir participer avec nous. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Yes? Moi, je redis, il faut trouver un ou deux préalables démocratiques qui nous permettent de nous unir pour aller de l'avant. Parce que la cible identifiée, il faut de la force, il faut de l'énergie, il faut de la puissance pour aller. Quels sont les deux ou trois préalables démocratiques? Il faut que ça soit inscrit noir sur blanc, un petit texte fondateur, une petite charte au sein du Hirak pour aller de l'avant. C'est ça. Mais qui la ferait, qui la confectionnerait, qui l'approuverait pour pouvoir dire c'est bon, on marche sur ça? À défaut d'une... oui. Moi, je n'ai pas parlé de... mais vous pouvez échanger. Moi, je n'ai jamais parlé de l'islam parce que l'islam... je n'ai pas parlé que la religion d'État, je n'ai pas parlé de cela. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on laisse la religion en dehors de la politique, la séparation du religieux de la politique. Les Français l'ont fait plus d'un siècle, durant la Troisième République. C'était ils sont arrivés. C'est pas la même histoire. Oui, c'est pas la même histoire. Les process, je continue. Les process historiques ne sont pas différents. Là, on va s'enliser. Moi, je dis que tout le monde, que cette Algérie, elle appartient à tout le monde. On essaie de trouver deux ou trois préalables qui nous permettent de nous unir, le minimum syndical pour qu'on avance. Parce que si on ne trouve pas ce minimum syndical, on ne pourra jamais avancer. Et je redis, le minimum, c'est-à-dire on ne va pas instrumentaliser la religion à des fins politiques. Tu es d'accord avec moi? On ne va pas instrumentaliser. Moi, je ne veux pas ce qu'on appelle du progressisme radical, du progressisme, de l'intégrisme radical. Non, c'est juste le minimum pour qu'on puisse aller. Parce que cette Algérie, on a plusieurs sensibilités. Ces sensibilités doivent se retrouver dans un texte fondateur pour aller de l'avant. Non, mais c'est important, parce qu'on ne peut pas aller seul et laisser les autres. Donc, en fait, il faut qu'on soit inclusif aussi, c'est important. Ça veut dire, est-ce que vous voulez dire il ne faut rejeter
aucun ancrage, aucune mouvance politique. On commence par ça. Une fois arrivé, on verra après. Non, non, ce que je veux dire, avant de parler de la période de transition, parce qu'après la période de transition, il y a la phase de consolidation. Il faut consolider la période de transition. Moi, je dis, ça m'engage que moi, et j'essaie de l'analyser sans émotion et vraiment dépourvu de tout populisme. Moi, je dis, pour qu'on soit tous ensemble, parce qu'on est dans le même bateau, le seul objectif pour ce peuple, c'est de se libérer. Pour se libérer, il faut se retrouver autour, il faut avoir de l'union. Apparemment, il s'avère qu'il y a certaines sensibilités, chacun revendique sa quote-part, hein, entre guillemets, chacun veut imposer, enfin, c'est pas imposer, il a une sensibilité. Quels sont les préalables? La démocratie, les libertés fondamentales, toute forme de liberté et l'égalité hommes et femmes. Moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue qui va regrouper ces préalables pour aller de l'avant. Voilà. Donc, juste en fait, quand on parle en fait des modèles. De la laïcité, par exemple. La laïcité, c'est propre à la France. Tout simplement parce qu'en 1981, il y avait la concordat qui liait les églises à l'État. Il liait les églises à l'État. Même l'école est gérée par l'Église. Donc il y a une histoire, ils ont leur histoire. Donc nous, ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis plutôt pour la sécularisation. Oui, sûr, effectivement, la stricte neutralité de l'État en matière religieuse, pourquoi pas. Mais nous n'avons pas la même histoire. Et moi, je suis plutôt pour la sécularisation que la laïcité, parce que la laïcité à la française... en dehors des mots, allez-y. Je voudrais juste dire un mot, parce que c'est vrai que ce sujet, nous l'avons suffisamment remué, et il est très clivant. Oui, des sujets clivants, absolument. Non, nous en avons conscience, mais comment dire les choses plus clairement? Nous ne blessons pas la foi des Algériens. Mais ne soyons pas complaisants aussi vis-à-vis de ceux qui veulent instrumentaliser cette question. L'État mafieux algérien l'instrumentalise. L'autre bord, qui est plutôt fondamentaliste, l'instrumentalise aussi, veut un État théocratique. Et au milieu, nous avons beaucoup de démagogues. C'est-à-dire, ils n'ont rien à voir avec une amabilité de militants politiques gentils, mais qui sont dans la complaisance, dans la flatterie. Parce qu'il y a une faiblesse au niveau des valeurs, justement. Donc, on peut discuter des heures sur l'état de droit. Ce sont des débats infinis. Plus concrètement, tout à l'heure, j'avais esquissé quelques mots. Il y a des luttes concrètes des gens qui travaillent en Algérie. Par exemple, il y avait Numélog à un certain moment. Là aussi, si on regarde plus précisément, il y a des gens qui bossent et qui font des grèves, qui appellent cet État, la société, qui interpellent la société algérienne. Donc c'est très concret. Qu'est-ce que nous répondons à ces questions-là? Oui, mais pour ce qui est du sujet que vous avez suscité, qui est en effet très clivant, oui. Que vous parlez de théocratie. Si moi j'arrive et je vous dis non, moi je ne parle pas de théocratie, je suis un conservateur. Comme il y en a dans tous les systèmes du monde. Oui. Je vois la vie à ma façon. Je veux construire une société sur un socle de valeurs qui m'appartiennent, qui soit... je ne ferme pas la porte aux autres valeurs, j'ouvre la porte à toutes les valeurs positives ou que je considère comme positives, mais je les fonde d'abord sur mon propre socle de valeurs, comme la France, comme l'Allemagne, qui ont fondé et qui disent nous sommes de civilisation judéo-chrétienne, qui disent nous sommes des démocrates chrétiens. Moi, c'est pas mon cas, mais je pourrais vous le dire. Mais j'accepte de m'inscrire dans un cadre démocratique, des préalables démocratiques que vous aurez définis, que j'aurai définis avec vous, qu'on négociera, mais qui soit assez large, assez vaste pour pouvoir nous permettre d'y entrer tous. Tout à fait. Et nous marchons ensemble parce que... Donnez-nous un exemple, par exemple, de valeur. Je te donnerai quelques exemples. Attendez. La gauche, ils étaient pour la colonisation et pour... Juste une minute. Je vais vous donner un exemple très clair avant de vous donner celui des valeurs, et puis nous allons recevoir Badreddin Kenfa qui est avec nous. Il y a des gens qui posent la problématique de façon très simple.
Ils vous disent, nous, l'Algérie est en perdition, elle est en détresse. C'est un navire qui risque de faire naufrage. C'est comme une maison où il y a le feu. Nous avons besoin de tous les pompiers qui viennent. On ne veut pas dire, toi, tu es un pompier socialiste, toi, tu es un pompier islamiste. Toi. D'abord, maintenant, l'urgence des urgences, c'est d'éteindre le feu. C'est de sauver ce pays. Après, on se mettra d'accord comment cohabiter. Et je vais donner la parole à Badr Dingerfa, puis je reviens au débat. Et n'oubliez pas que nous parlons du Hirak, comment voir une reprise du Hirak. Badr Dingerfa, nous sommes en train de parler de la... D'abord, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Même si elle est venue en retard, mais allez. Oui, mais moi j'ai pensé en marchant qu'il y avait une sensibilité qui manquait au débat et c'est pour ça que... Mais on s'en excuse. Badr Dingerfa, il y a ici notre ami Amayas Gassem qui exprime de façon très franche, très directe, certains préalables démocratiques. Il parle même de théocratie. Il exprime en fait la peur de beaucoup d'Algériens, de beaucoup de nos compatriotes, qui pensent que nous pourrions basculer dans une théocratie un peu, j'allais dire, rétrograde, hein, permettez-moi ce terme. Et il parle de commencer par des préalables démocratiques. Est-ce que vous, en tant que cadre du FIS, vous pensez que votre mouvance pourrait s'inscrire dans cette révolution du Hirak et dans ce cadre démocratique, dans ce préalable démocratique dont parle tout le monde? D'abord, merci pour l'invitation tardive, mais maléche. Bon, salam les invités d'Alkoum et à tous les Algériens et les Algériennes et à tous nos amis, nos frères d'Afrique du Nord, Colombe. Bon, pour parler de ce sujet, en dernière minute, ça mérite un débat clé profond. D'abord, le premier préalable pour nous, c'est croire en la souveraineté populaire, Siyad al-Shabiya. Siyad al-Shabiya, un chab qui vit en Algérie, un des chab qui a son histoire, qui a ses valeurs, qui a ses aspirations, qui a ses rêves, qui a ses buts. Et il y a une révolution, qui a une harak. Donc, soit on se situe au niveau de ce harak, au niveau fi mustawa hada al-shab, soit on se prend pour les censeurs de cette société. On se prend pour les الناس اللي احنا نعرفوا والشعب ما يعرفش. احنا عندنا الفكر والشعب ما عندوش الفكر. احنا عندنا الفلسفه. Donc, d'abord, il faut bien mettre les pieds sur terre. هذه واحدة. اثنين. Quand j'entends parler certains بين قوسين intellectuels ولا certains disent parler de théocratie, ça me fait rire, ضحكني parce que ces gens-là se situent au niveau de l'fikr occidental. Ils sont là dans des pays où il y a où fondamentalement, dis-le, c'est le christianisme ou la حاجة من هذا القبيل. Donc, une fois pour toutes, on goulou à 1001 fois, on ne cessera de le répéter. ما كانش théocratie في الإسلام. نهائيا. Personne ne représentant de Dieu, d'Allah. ما كانش. Donc, هذه واحدة. احنا كي نقولوا مثلا le FIS, احنا fondamentalement nous sommes un parti اللي عنده مرجعية إسلامية. Il faut se poser la question. ما معنى المرجعية الإسلامية؟ هل المرجعية الإسلامية حاب يقول هنا allez tu marches comme ça si tu marches. Là on n'est pas Mao Tse-tung. On n'est pas les communistes à Mao Tse-tung. Non. الإسلام فيه c'est pour ça صالح لكل زمان ومكان. parce que فيه بعض الأصول وفيه متغيرات. Badr Dingerfa, excusez-moi, il faut... je vais donner la parole aux autres. Ça veut dire qu'il faut essayer d'embrasser les questions de façon synthétique et dynamique. Nous ne pouvons pas aller dans ces profondeurs. C'est pas des profondeurs, Non, mais écoutez, on est libre ici de s'exprimer. Oui. Vous êtes libre de vous exprimer comme il est libre de s'exprimer. Bien sûr. Voilà. Allez-y, Badr Dingerfa. Je n'ai pas terminé. Oui, mais j'aimerais que vous répondiez à la question. Il ne faut pas... Parce que sinon, il faudrait 3 heures de démission. Mais fondamentalement, la question, elle est là.
Il faut lier votre réponse au Hirak, parce qu'on n'est pas en train de faire une émission sur l'islamisme ou le non-islamisme. Ça veut dire l'islamisme par rapport à ses préalables démocratiques. Comment vous voyez la question? Mais vous êtes en train d'aller, Saleh fi kulli zaman wa kulli makan, c'est autre chose. Mais vous me laissez m'expliquer. Oui, mais il y a beaucoup d'invités, Badr Dinguerba, il faut que tout le monde s'exprime. Ils font pas la différence entre la religion. Allô? Allez-y, allez-y. Ils font pas la différence entre la religion, salat, siyam, zakat, hijab, etc. Ils font pas la différence avec les valeurs de l'islam. Les valeurs de l'islam. أنا وصلت للحكم. الشعب a voté sur mon programme économique, social, politique, etc. Je veux créer des banques islamiques. Ils vont pas me dire non, attention. Parce que la banque, c'est les référents. Alors, je me permets de vous interrompre, Amayas Gassem, mais nous allons essayer d'abord de rester dans le Hirak et ensuite et surtout d'avoir des réponses synthétiques parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et il y a 4 invités, donc allez-y. Je vais essayer de répondre en 30 secondes. Oui. Ce monsieur-là, leur projet politique, le projet politique du fils, c'est par exemple, au sein de l'éducation nationale, c'est de former des petits jeunes à laver des morts, à leur apprendre comment on lave des morts. C'est ça leur projet. Ils l'ont raté, mais ils veulent le réaliser autrement, d'une manière plus douce, plus sournoise, plus insidieuse. Le projet politique de ceux qui sont sérieux, qui font réellement de la politique, c'est d'avoir un système éducatif où les enfants ils étudient la poésie, les arts, qu'ils apprennent à compter, à réfléchir, à écrire, qu'ils apprennent Aristote, Platon, Socrate, qu'ils apprennent à avoir un esprit critique, pas un esprit dogmatique que ces gens-là ont essayé de faire en sorte d'inculquer aux Algériens. Je fais partie de la génération des années 90. La guerre civile, j'ai quelques bribes de mémoire qui sont pas jolies. Ce monsieur, c'est un cadre assez âgé, donc qui a participé à l'horreur de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, lorsqu'on est... Mais la vérité n'a pas été faite sur cette... Moi, je n'aimerais pas aller avec vous sur ce terrain. Mais la vérité, une dynamique vérité et justice n'a pas été faite. Vous êtes en train de reproduire le discours qui a été mis sur le marché. Il y a l'armée des islamistes. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi ne revendiquez-vous pas plutôt une dynamique vérité et justice pour qu'on sache ce qui s'est passé, qu'on puisse enfin ne pas être injuste avec les gens. Ils font du révisionnisme, ces gens-là que vous invitez. Non, en tout cas, à qui vous donnez la parole. Moi, j'invite ce tout le monde. genre de personnes, ils ont du sang sur les mains. Moi, j'invite tout le monde. Je comprends. Oui. Mais ils ont du sang sur les mains. Ils ont une conscience Qu'est-ce que vous en savez, monsieur C'est le fils. Amayas. Mais le fils, pour moi, c'est une victime. Gilham Ali dit qu'il y a le père et le fils. Moi, je suis en train de dire... le régime militaire et le fils, c'est eux. C'est-à-dire le régime militaire qui a pris le pouvoir par la force. Moi, je suis en train de dire le fils est une victime. Vous êtes en train de dire... Vous pensez que c'est une victime? Oui. Oui. Le fils a été élu par le peuple et il y a eu un coup d'État pour l'évincer. Moi, je le pense comme ça. Et c'est mon droit de le penser et de le dire. Vous savez, Hitler aussi, il a été élu par le peuple. Oui, mais comparons pas. On va partir... 200 000 morts, vous savez, des gens qui égorgent, qui est normal. Moi, je vais vous inviter à une autre émission où nous allons parler de ce sujet en profondeur. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a le Hirak, et nous avons un peu dévoyé le sujet, malheureusement. Est-ce que, si nous pouvions revenir au Hirak, je demanderai à Badr Dinguerba aussi, est-ce que le Hirak peut repartir uni, solidaire, en l'état des choses, ou est-ce qu'il doit poser des préalables démocratiques, comme on est en train de dire? En fait, le problème, c'est qu'il y a 2 visions du Hirak, même à Paris et partout, parce que ce n'est pas spécifique à Paris. Il y a des gens, ils te disent, on va exclure une partie des Algériens. Et exclure une partie des Algériens, ce n'est pas démocratique. C'est pour ça, parler, s'habiller avec des habits démocratiques et demander d'exclure, ce n'est pas démocratique. C'est faux. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient avec nous aussi et qui sont aujourd'hui de l'autre côté parce que nous, on a bien expliqué qu'on ne peut pas se mettre autour de la table avec des gens qui s'habillent en brebis alors qu'ils sont des loups qui
et ont un pied dans le pour pouvoir. être dans le et un Hirak, autre Tahar, comment faire pour envisager un Hirak apaisé, un Hirak uni, parce qu'il est question de vie ou de mort du pays. Oui, c'est donc effectivement. comment faire Justement, pour aller au plus pressé, au plus urgent, au plus important? Donc moi je parle aux démocrates non pratiquants. Donc voilà, donc exclure ne peut pas être en fait la solution pour y aller de l'avant ou pour unir les Algériens autour d'une seule rupture, hein, la rupture avec le système. Oui. Parce que le système tue, le système détruit. Le système a détruit l'Algérie, il a détruit les Algériens, il a créé des conflits, il a poussé les Algériens vers une guerre civile. Donc c'était une guerre contre les civils, hein, où les militaires ils se sont fait plaisir hein, de s'enrichir, profiter en fait de cette situation pour ramasser de l'argent, pour tuer, pour éliminer tous leurs adversaires, des journalistes, des artistes, et tous les extrémistes qui étaient avec eux. Donc nous, on est contre l'extrémisme, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, qu'elle soit, en France, je prendrai des exemples. Hein. En Italie, le dictat, le totalitariste, et s'est installé à base de... Il était socialiste, il était un militant de gauche. En France, les socialistes défendaient pendant des années, ils étaient contre le vote des femmes. Contre le vote des femmes. Donc, les gens, ils évoluent, et nous n'avons pas le droit de fermer les portes. Et les militants évoluent, ils évoluent avec le temps. Donc, ils s'adaptent. Et évoluer, ça veut dire ils vont... Aujourd'hui, tous les Algériens en réalité, sont d'accord que le principe démocratique, c'est la base. En réalité, pour parler vrai, ces clivages n'existent qu'en France. En Algérie, il n'y a pas ce genre de clivage. Les gens, le vendredi, les manifestants qui ne font pas la prière, aller devant les mosquées. Non, moi, les images que je vois du Hirak, le vendredi, toute la population du Hirak allait devant les mosquées, attendait que les gens, les pratiquants sortent, et ensemble, ils allaient manifester sans faire aucune mention de ces extrêmes, ni des mouvances politiques, ni des clivages, ni rien. Alors, je vais laisser la parole d'abord à Elias. Mais j'aimerais que nous restions dans le Hirak. Tout à fait. Moi, je ne veux pas rentrer en profondeur, parce que là, il faut solutionner le problème de l'Algérie, parce que le problème de l'Algérie doit être solutionné par son propre peuple, par le peuple algérien. Il s'avère que le peuple algérien, il y a plusieurs sensibilités. La démocratie, on ne peut pas appliquer une démocratie à la carte ou sur mesure. La démocratie qui a été inventée par les Grecs, au départ, elle se faisait de façon aléatoire. Elle s'est développée au fil du temps, voilà, point. Maintenant, que faut-il faire? Pour moi, en tout cas, le Hirak, la revendication principale et l'objectif, c'est changer le système de gouvernance pour installer un État de droit de citoyenneté, porté sur des valeurs universalistes. C'est comme ça, moi, je le dis. C'est comme ça, je le vois. Maintenant, pour qu'on puisse aller ensemble, il faut un Hirak apaisé, vraiment apaisé. Pour qu'il soit apaisé et pour que toutes les sensibilités se mettent à table, moi, je dis et je redis, il faut se mettre d'accord sur des préalables démocratiques pour unir. Il faut arrêter de leur donner un poids qu'ils n'ont pas. Non, mais il ne faut pas être méprisant comme ça, monsieur. Vous parlez de millions de gens. De quel droit vous vous permettez comme ça d'asséner depuis tout à l'heure avec votre index? Vous n'avez pas le droit. Il faut rester un peu... Vous dites... Laissez monsieur Jbaili répondre, puis ce sera Badr. Vous me laissez parler. Moi, je dis et je redis encore, si vous voulez vraiment ma profondeur, ma vraie pensée authentique, moi, je suis démocrate progressiste, donc j'y crois à la liberté, à toutes les formes de liberté. Égalité homme-femme, il y a un état de droit qui garantit le droit à tout citoyen. Revenons à la Dissinor, si vous me permettez, parce que je préférerais que vous restiez dans le Hirak. Dans le Hirak. Le Hirak, il a besoin d'une solution. Un Hirak apaisé. Maintenant, j'ai dit, il faut 2 ou 3 préalables démocratiques pour qu'on soit d'accord, ne serait-ce que paraphé sur un texte fondateur, un texte du Hirak. Voilà, on est comme ça, on n'a pas le droit d'exclure une partie ou une autre. Mais il faut qu'on soit ferme sur les préalables démocratiques. Ferme, c'est-à-dire quand on prend une décision irrévocable. Pourquoi? Parce que maintenant, on a besoin d'aller vers l'avant. Les actions de rue ne suffisent plus. Les actions de rue ne suffisent plus. Il faut élargir, vous avez dit tout à l'heure, il faut être innovant, créatif.
Parlons de la désobéissance civile, parlons de la grève générale, parlons comment on va coordonner la coordination entre le peuple, l'élite, la coordination en Algérie. Vous êtes pour la grève générale pour que les travailleurs prennent leur destin en main au sein des usines? Mais vous savez, moi, il y a sur certains points où j'ai pas envie. C'est pas, j'ai pas envie. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité à développer. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'on doit faire un tour de micro. Badreddine Guerfa, est-ce que vous seriez d'accord sur cette question de préalable démocratique pour pouvoir unir encore mieux le Hirak et lui permettre d'avancer ensemble, ça veut dire dans toutes les composantes du peuple algérien, de la société algérienne? Écoutez, d'abord, donnez-moi un peu de temps parce que... Il n'y a plus beaucoup de temps, Badreddine Guerfa, je suis désolé. Premièrement, votre invité, Ngolo Marhababik, mais il ne faut pas qu'il soit un juge. Est-ce qu'il est, l'invité, est-ce qu'il est prêt pour une instance de vérité, de mémoire et justice? Que l'abcès, une fois pour toutes, pour le peuple algérien, il y a un climat apaisé. A-t-il lu le programme du fils اللي بعثناه en 91 où Chab vote عليه? Il a géré. Et puis, quand il donne l'exemple d'Hitler, on dit je vote le président il donne 10 millions de voix allemandes ben جا Hitler. ما نديروش أكذوبات historiques على الشعب الجزائري وعلى Badreddine Guerfa, je vous laisse vous exprimer sur ces questions parce que le monsieur vous a traité d'avoir du sang dans les mains, etc. Mais j'aimerais néanmoins que vous alliez dans le sujet du Hirak parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, il reste quelques minutes. On est là, حاب نقول les préalables qui soient à la hauteur des aspirations du Hirak et du peuple algérien. الشعب قال بلادنا ونديروا راينا، ما قالش بدردين وفلان وعلان ولا سيدي والفيس يديروا رايهم، قال الشعب يديروا راينا. هاد الإليت كنحسبوا روحنا إليت لازم نبوليتيزيو هاد لي سلوغان تاع الحراك تاع الشعب الجزائري. Bien entendu, tous les Algériens sont des citoyens, même le Messihi. حنا في الفيس même le Messihi. C'est un Algérien, c'est un citoyen algérien, il peut avoir des responsabilités, etc. Mais la grande tendance du peuple algérien, dans sa super grande majorité, c'est un musulman. On peut pas atteindre ni Paris, ni Berlin, ni rien du tout, ni Tahran, ni احنا جزائريين. Donc, bien entendu, لازم نكون de façon apaisée, ولازم هذا مخاوتنا. Oui, mais je pourrais vous dire, Badreddine Guerfa, Chab musulman, mais moi je veux que l'islam reste une affaire personnelle. Je pourrais vous le dire. معليش راك ليبر باش في التفكير تاعك، لكن انا جو فوز انفيت سي جمال الدين اي لي زوتر d'apprendre l'islam. L'islam ماهيش الديانات المسيحيه وحاجه. لا Badreddine Guerfa, pardon. Je vais vous poser une question toute simple. J'aimerais que vous répondiez de façon simple, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement. Si demain le peuple algérien peut imposer une dynamique vérité et justice pour que tout puisse se savoir, et puis pour qu'il y ait une justice libre qui puisse juger tous ceux qui auront été convaincus d'avoir commis des crimes contre le peuple algérien, contre les civils, est-ce que vous seriez d'accord pour une telle dynamique? Non seulement je suis d'accord, mais tout le fils sera d'accord, on signera برجلينا وبيدينا على هذا الشيء. الحقيقة الشعب كامل يعرفها. Ceux qui militent pour le devoir de vérité, mémoire et justice, il n'y a que le fils Rachid, Issa, personne à les droits de l'homme. Tous les partis qui se disent démocratiques, le PAX, l'ex-direction de l'NCD, toute la presse, mais ils militent au Chalachi. Je ne sais pas pourquoi, je sais bien pourquoi. Merci. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Amayas Gassem, très vite. Amayas Gassem. Écoutez, je suis pour que les bourreaux de l'Algérie, ceux qui ont été des bourreaux et pas des victimes, soient jugés et qu'ils répondent de leurs actes. Est-ce que vous seriez d'accord pour le régime militaire vérité, ça veut dire que toute la vérité soit dite, sue et dite. Pour qu'on puisse juger quelqu'un, il faut qu'on mette sur la table. Cela va de soi, monsieur. Cela va de soi. Donc il faudrait commencer par revendiquer ça, une dynamique vérité et justice, pour pouvoir faire, j'allais dire, son deuil.
Et le Hirak a une proposition en fait dans ce sens. Et d'ailleurs, il n'est pas accepté par tout le monde. Une justice transitionnelle, c'est simple. Alors, je vais laisser. En fait, il y a un problème. Je vais laisser Amaïs s'exprimer. Je vous donnerai le mot de la fin. Allez-y, Amaïs. Je vous ai répondu un instant. Comme... Mais vous pouvez vous exprimer et répondre tout ce que vous voulez. Mais j'aimerais que vous restiez dans le Hirak. Parce que c'est l'objet de l'émission. Allez-y. Concrètement, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est des luttes sociales qui se passent au sein de la société algérienne. C'est-à-dire ce sont des gens qui essayent de vivre, tout simplement. Ils ont leur quotidien. Et ils regardent leur fin du mois. Ils regardent, surtout en ce moment où bien sûr, avec la misère... avec le Covid et tout ça, donc la situation, en plus, ça va s'empirer. Il faut qu'on parle franchement. Elle s'empire partout avec les conséquences du réchauffement climatique, qui est une question qui touche la planète entière. C'est un sujet fondamental. Ce n'est pas un sujet de hurluberlu. C'est concret. Ça touche concrètement. Donc il faut qu'on en parle, qu'on en prenne acte de ces choses-là. Que devenir... Sujet dans le Hirak, ce sujet n'en est pas moins important. Il est dedans. Il est ultime, parce que c'est un défi à toutes les sociétés humaines. Donc on n'en parle pas suffisamment. Vous croyez que le Hirak va reprendre, et s'il va reprendre de la même manière ? Je pense que l'histoire, il faut la prendre par le manche, afin qu'elle ne devienne pas tragique. Nous avons un nationalisme qui est exacerbé en Algérie, une fierté héritée par un FLN qui nous a dépravés. Et nous avons aussi des nationalismes plutôt locaux, et parce que l'Algérie, c'est grand, c'est plusieurs langues, donc plusieurs sentiments d'appartenance. Et donc, il faut rationnellement traiter ces sujets-là, c'est-à-dire parler d'une fraternité qui ne soit pas un unanimisme qui nous envoie vers des arrière-mondes, vers de la superstition, comme cette personne qui probablement... Essayez d'être je vais vous le dire, des gens. au niveau personnel... Non, mais au niveau... je désigne parce que la voix vient de ma gauche. Ça ne fait rien. Mais... écoutez, je me permets de vous interrompre, tard, si c'est un dernier mot. Je pense, moi j'aime bien régler les problèmes. En fait, je suis scientifique. Hein. Je suis scientifique. Oui. Nous avons un problème. Ce problème-là, certains disent, en fait, ils font des spéculations. Moi, je préfère être en fait direct, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec une justice transitionnelle qui va régler les problèmes? Parce que je ne peux pas m'appuyer sur des juges faussaires, sur des juges qui partagent le pouvoir avec les généraux, parce que pour moi, sur une presse aux ordres, sur une partie des juges et sont responsables. Ils sont responsables directement du drame algérien. Donc je ne peux pas m'appuyer sur eux pour régler les problèmes, parce qu'on va régler les problèmes avec des vrais juges. Mais la justice transitionnelle, elle s'inscrirait dans le Hirak? Moi, personnellement, en fait, parmi nos revendications, les revendications en fait, de notre collectif, oui, il faut une justice transitionnelle et on va savoir qui a fait quoi. Et pour 30 secondes. L'objectif, c'est 30 secondes, on va déborder. Vérité et justice. 30 secondes. Pensons l'après-Hirak, ne faisons pas du Hirak un totem. Pensons, soyons créatifs, il y a d'autres luttes à venir. Bien donc sûr. Les noms en soi... 30 secondes, yes. 30 secondes, moi j'ai toujours dit, d'ailleurs tu peux vérifier lors de mes publications, j'ai toujours dit qu'il faut une justice transitionnelle avant l'instauration d'un état de droit, même durant la phase de transition, il faut une justice transitionnelle pour rendre justice et pour vraiment les crimes qui étaient commis durant cette décennie, pour réparer en fait, voilà. Et pour finir, si tu permets, très vite. Au fait, moi je reste persuadé, la seule sortie c'est l'état de droit de citoyenneté. L'état de droit de citoyenneté démocratique. Badr Dinguerfa, vraiment 30 secondes, nous avons débordé du temps de l'émission, je suis désolé. Voilà, votre invité a terminé son intervention. Justice transitionnelle, marhala intiqaliya, oui, on est tous pour des chiens. Donc, alhamdoulilah, voilà. Mais le Hirak, je crois qu'il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. بالعقل اخويا اصبر نصبروا شويه الحراك كي لافونس كي يدير لي فيسير في البيطون تاع هذا لو ريجيم وون اي لا اون ديسكوت لي Algériens se Merci Badr Dinguerfa, excusez-moi de vous interrompre et pardonnez-moi de vous avoir invité en dernière minute. J'espère que nous aurons l'occasion. Barakallahu fikoum, merci à tous mes invités.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khala khair, b'slama.